Dzień dobry, bonjour, bienvenue à la conférence de Mateusz Chmurski, ici présent, intitulée Andrzej Stasiuk ou le langage d'Europe centrale. C'est la 7e et la dernière conférence dans une série Langage de la littérature polonaise du XXIe siècle, qui fait partie du projet scientifique et éducatif polono-français financé par NAVA, l'Agence nationale d'échanges universitaires, réalisé par l'Institut de recherche littéraire Académie polonaise des sciences Varsovie, en coopération avec le département d'études slaves, UFR Langue, Culture et Communication, Université Clermont-Auvergne, et la Maison des sciences de l'homme qui nous accueille ce matin. Je tiens à remercier encore une fois tous les quatre pour cette formidable coopération. Je vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur la page Facebook. Tout le monde sait Comme ça. Et donc la page intitulée Langage de la littérature polonaise du XXIe siècle, également sur YouTube. C'est la chaîne de l'Institut de recherche littéraire où toutes les vidéos de conférences précédentes sont disponibles. Dans le cadre de nos projets, nous vous proposons 7 conférences sur 7 écrivains ou écrivaines, c'est-à-dire sur 7 langages littéraires uniques, idiomatiques, qui renvoient en même temps à 7 discours bien présents dans le débat politique, social et culturel en Pologne d'aujourd'hui. Tous ces langages et discours sont présentés par 7 spécialistes de cette ville: Paris, Varsovie, Prague, Cracovie, Wrocław, Katowice, Clermont-Ferrand, ce qui aboutit à cette vidéo diffusée sur YouTube, 7 reportages, photos et enfin un livre, lui aussi composé de 7 chapitres. Ainsi on obtient l'hashtag 7x7. L'idée de ce projet consiste à représenter l'évolution de la langue littéraire polonaise contemporaine sur fond de phénomènes sociaux et culturels significatifs du XXIe siècle et à travers l'œuvre d'un écrivain, une écrivaine choisie pour illustrer une tendance esthétique ou discursive importante au cours de ces 20 dernières années. Dans le programme, vous découvrez le langage de la deuxième génération de la Shoah, présenté par Małgorzata Smorgon-Goldberg à travers l'œuvre de Bożena Umińska-Kew. Le langage du féminisme polonais, c'était Katarzyna Lisowska à travers l'œuvre d'Izabela Morska. De la nouvelle masculinité, Wojciech Śmieja, qui s'est focalisé sur Szczepan Twardor. De la pop culture, Kinga Siatkowska-Kalba sur Dorota Masłowska, moi sur d'autres narrateurs dans l'œuvre d'Olga Tokarczuk. Enfin, le langage LGBTQ+, à travers l'œuvre de Michał Witkowski, présentée par Piotr Sobolczyk. Et aujourd'hui, Mateusz Chmurski qui va présenter l'œuvre d'Andrzej Stasiuk et le langage de l'Europe centrale, en français, mais ça pourrait être également en tchèque, anglais, allemand, hongrois, italien, slovaque et évidemment en polonais, parce que Mateusz est polyglotte. Je ne suis pas capable de vérifier le hongrois, par exemple. Il y a Janka qui peut vérifier le slovaque. Ton CV que j'ai étudié avant-hier, qui contient 17 pages, est vraiment impressionnant. Tu es alors maître de conférences en littérature polonaise et centre européenne à l'UFR d'études slaves, faculté de lettres Sorbonne Université, mais depuis 1 an,
directeur du Centre français de recherche en sciences sociales à Prague. Tu es également membre de plusieurs groupes de recherche, principalement alors ce centre interdisciplinaire de recherche, centre européen, Orbem, Sorbonne Université, puis plusieurs associations. Actuellement, tu participes à 4 projets de recherche en tant que coordinateur de Queering Literature Cultures, point d'interrogation, LGBTQ+, European Modern Literatures in Comparison. Tu es fondateur du programme de recherche Samson, Science, Arts, Medicine and Societal Norms. Membre du projet Écrit Soi, Écrit de Soi, autobiographie et correspondance. Tout ça, c'est vrai. Et membre du comité de pilotage du projet Connaissance de l'Europe médiane. Bon, tu as organisé plusieurs conférences, colloques, tables rondes, journées d'études. Récemment à Prague, Femmes dépaysées. Trajectoire transnationale et expérience d'émancipation. Point d'interrogation. Pratique d'écriture et de création en Europe médiane à l'âge moderne. Juste avant, à Paris, Fabula Rasa, ou l'utopie de l'homme ahistorique sur le terre de son, littérature, architecture, art visuel en Europe centrale. Et à Berlin, Populism and Masculinity, The Struggle to Define Poland. Bon, ta bibliographie est aussi riche, elle comporte une centaine de publications, dont 2 monographies. Ici, la couverture de Journal, Fiction, Identité, Modernité littéraire d'Europe centrale, à travers les œuvres de Gieza Chat, Karol Iżykowski, Ladislav Klima. Cet ouvrage est paru en 2018. Plusieurs directions d'ouvrages collectifs et de revues, chapitres dans 2 ouvrages collectifs, articles, recensions et comptes rendus, édition critique et traduction. Bon, dans cette diversité des sujets que tu abordes, on peut distinguer 5 champs de recherche principaux. Bon, tout d'abord, cette Europe qu'on dit centrale, ou médiane, ou autre, ou mythe, Europa, etc., culture, histoire, identité, dont la perspective comparative est un peu postcoloniale. Deuxième point, ce sont de modernisme et de modernité, au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, y compris modernité anti-moderne ou altermoderne, centre européenne. Usage théorique et pratique de ces catégories. Troisième point, géographie et cartographie réelle et imaginaire. Cela aussi au pluriel, vu la multitude de tentatives contradictoires de délimiter et définir l'Europe centrale. Donc ça, c'est en gros va-et-vient entre carte et territoire, histoire et mémoire, nostalgie et oubli, lieu et non-lieu. Quatrième point, c'est donc écrit de soi, entre fiction, autofiction et non-fiction. Journaux intimes, témoignages, autobiographies, récits de voyage, etc., etc. Et dans ce cadre-là, relation entre corps et corpus, texte, intimité et identité, normale et pathologique. Surtout pathologique. Cinquième point, sont des études de genre, féminisme, men's studies, queer, LGBTQ+, altérité, comme méthode et technique d'interprétation, mais aussi comme pratique d'écriture. Dans ta bibliographie, alors, je n'ai rien trouvé sur Andrzej Stasiuk, ce qui m'étonne, puisque c'est justement Andrzej Stasiuk qui devrait être l'un des écrivains de prédilection, et même s'est trouvé au cœur de tes intérêts, car son œuvre englobe effectivement tous ces 5
chant. C'est lui, en tant qu'écrivain, un fondateur de la maison d'édition Czarne, qui a provoqué en Pologne actuelle la renaissance de l'intérêt pour les cultures centre-européennes. C'est lui qui développe en théorie et en pratique l'idée de la modernité anti-moderne centre-européenne. C'est lui qui se focalise sur le rapport entre géographie réelle et cartographie imaginaire en découvrant le périphérie de la périphérie européenne, le non-lieu oublié de faits et des objets sans aucune signification. C'est lui qui écrit son autobiographie apparemment anti-intellectuelle, corporelle, sous forme de récit de voyage vers nulle part, par exemple, sur la route Babadag, parce que c'est au Babadag, c'est nulle part. Hein. On ne trouve pas cette lieu, non-lieu. Et enfin, c'est lui, d'ailleurs, tout comme Szczepan Twardog, qui fait entrer en collision la masculinité traditionnelle, conquérante et dominante, avec celle déconstruite, fragile, vulnérable, face aux défis de la modernité galopante. Ainsi, lui, Stasiuk, construit sa propre vision très personnelle de l'Europe centrale qui résiste face à la modernité, globalisation, unification, standardisation, modernisation, etc., etc. Et pour cette raison, cette Europe centrale reste une expérience réelle, authentique, tangible dans le monde simulacre qui en Occident a remplacé le territoire par la carte. Mais ce qui m'intéresse, c'est à quel point cette réalité décrite par Stasiuk est-elle réelle plutôt qu'imaginaire, et dans quelle mesure cette vision est hérétique par rapport aux autres langages et mythes centre-européens. Et voilà ma question à toi, Mateusz. Merci beaucoup. Qui est avec nous de Cracovie pour votre conjoint lancement de ce programme. Je suis très content que tu aies introduit Stasiuk aussi amplement. Je suis un peu intimidé par la manière dont je t'ai présenté sous tous les angles. Mais on n'y reviendra pas, rassurez-vous. On parlera aujourd'hui plutôt de Stasiuk comme annoncé et surtout des langages de l'Europe centrale, ses reflétons ou entourant son œuvre. Ce qui m'intéressera donc aujourd'hui, c'est de faire un point avec vous tout d'abord sur, comme tu l'as bien dit, cette Europe qu'on appelle centrale. Parce que pour tenter de comprendre et de situer, que ce soit l'œuvre de Stasiuk ou toute autre œuvre de la région, outre le cadre national habituel, un auteur polonais, un auteur tchèque, un auteur qu'en sais-je, là, on utilise aujourd'hui, et depuis de belle lurette, nombre de notions qui sont des notions toujours portant un caractère quand même fortement émotionnel. Pour le non-francophone ou non-français de la salle, la notion de l'Europe de l'Est, qui est quand même la notion de base utilisée en France, depuis longtemps est persistant et présent toujours dans les discours intellectuels, politiques et ainsi de suite. Et tu as exactement la notion qui froisse peut-être les plus les représentants de cette Europe de l'Est, en particulier de sa partie occidentale, qui sont les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Hongrois, et j'en passe. Je reviendrai donc sur ces distinctions et sur les perspectives qu'elles représentent pour balayer un peu le terrain avant de s'attaquer à Andrzej Stasiuk, qui est un des auteurs les plus représentatifs d'une prise de conscience, c'est un peu la thèse que je vais essayer de défendre aujourd'hui, d'une prise de conscience progressive de spécificité de cette ère culturelle, de cette région de l'Europe, que l'Europe centrale, un des plus grands défenseurs par ses textes, par ses prises de position, et officielle par son activité éditoriale aussi, d'une certaine autonomie, ou du moins d'une certaine existence culturelle, sociale et politique, de l'unité entre le peuple, les cultures et le langage de ce territoire. Il est peut-être le représentant le plus connu, en tout cas, dans la culture polonaise, et plutôt bien présent sur la scène littéraire française, en traduction. Représentatif pour cette tentative de parler d'une autre langue
que les langues nationales, ne pas se mais essayer de représenter une région, un terrain, une histoire surtout, assez particulière et différente de celle de l'Europe occidentale, pour sûr. Donc on reviendra sur Stasiuk à travers un exemple que je vous montre, que je vous ferai passer tout à l'heure, sur la route de Babadag, un de ses textes le plus connus, notamment parce qu'il constitue une sorte de voyage à travers cette Europe perdue, oubliée, en abandonnant toute contrée bien connue, toute grande ville, en n'allant pas à Bratislava, mais à Spišská Nová Ves, pour prendre un exemple slovaque, en abandonnant Bucarest et Budapest, mais en allant dans les contrées les plus éloignées des pays en question. Et on se penchera en plus en détail sur les spécificités de cette entreprise littéraire, culturelle et créative, pour en arriver à un point plus général sur la manière dont la littérature joue un rôle dans la géographie imaginée, qui ont une portée mentale, qui ont une portée culturelle, mais qui peuvent avoir également, faire un petit point, une portée politique, très concrète, dans la notion de l'Europe centrale ressurgit dans différents discours politiques, y compris au sein de la droite conservatrice au pouvoir actuellement en Pologne. Elle reste un argument aussi. Et là, on croise le discours littéraire avec les enjeux strictement politiques et géopolitiques, d'autant plus tendus comme vous le savez pertinemment, on vit une situation assez particulière avec la guerre en Ukraine, tout partout en Europe centrale, par ailleurs. Voilà donc pour un bref programme pour questionner un peu globalement les notions qu'on utilise parfois avec une certaine facilité, telles que l'Occident, l'Orient, l'Europe centrale, l'Europe occidentale, l'Europe médiane, et ainsi de suite, à travers l'œuvre de Stasiuk, qui est peut-être la meilleure représentation de ces enjeux dans la prose polonaise contemporaine. Chose promise, chose due, on commencera par cette Europe qu'on appelle centrale, donc le lointain proche de l'Occident. Pour revenir plus en détail sur ces éléments, en France, la notion sacro-sainte est la plus reconnue, la plus présente dans les discours que vous avez certainement rencontrés déjà, est celle de l'Europe de l'Est. Et je voudrais faire un petit point sur l'historique et sur les raisons, enfin les moments où on a défini c'est quoi l'Europe de l'Est, par rapport à quoi on définit cette Europe de l'Est, où commence la frontière de cet Est, où s'arrête l'Ouest par ailleurs. Et vous proposez deux notions qui ont déjà une belle carrière dans l'histoire intellectuelle, littéraire et culturelle, y compris en France, les notions d'Europe centrale et de l'Europe médiane, qui sont quelque part des réponses à ce que apporte aux connotations, au contexte dans lequel la notion de l'Europe de l'Est a été utilisée, une sorte de contre-discours par rapport à l'idée de l'Europe de l'Est, donc. Et donc, sachez que l'Europe de l'Est, comme toute notion historique, comme la notion de l'Europe elle-même, comme la notion de l'Orient, par exemple, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec les écrits d'un certain Edgar Saïd, qui est un des pères de la pensée postcoloniale et décoloniale dans la culture et la littérature mondiale, qui est un chercheur américain d'origine palestinienne, donc bien placé pour comprendre certains enjeux géopolitiques, qui s'est interrogé dans les années 70 sur ce qu'est l'Orient, en fait. Je commencerai peut-être par une petite parenthèse Saïd pour en arriver à l'Europe de l'Est. Et il s'est rendu compte que la notion d'Orient est un pur produit de la pensée coloniale occidentale, développée notamment tout au long du XIXe siècle, pour caractériser ces terres, ces territoires, ces ressources et ces cultures que la colonisation massive industrielle développée notamment par la France et par le Royaume-Uni tout au long du XIXe siècle. Et cette pensée a été développée pour quelque part justifier et expliquer la différence entre la civilisation, je mets des guillemets partout, occidentale, expansive, et ces peuples et ces cultures qu'elle dévorait et ajoutait, ingurgitait même, en les rajoutant aux empires respectifs colonial français et britannique. C'est à quoi se rajoute bien évidemment l'empire colonial belge, avec toutes ses spécificités, l'empire colonial allemand et j'en passe.
Et tout simplement, au moment où il y avait des transformations tellement importantes au niveau politique, géopolitique, militaire et ainsi de suite, qui est la conquête de 40% du territoire africain par l'Empire colonial français. On parle d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés, l'Europe c'est 7, pour rappel. À ce moment-là, il fallait quand même justifier, expliquer, produire des discours et des savoirs pour expliquer pourquoi avons-nous le droit, nous, pays des droits de l'homme, à s'aventurer tellement, se soumettre le peuple, à exploiter leurs ressources et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là, et Saïd le décrit très bien, qu'on a inventé tout un ensemble de disciplines expliquant la supériorité culturelle de l'homme blanc et de l'Europe notamment, et tout ce expliquant aussi le progrès dans les cultures, les arts et les lettres occidentales par rapport au caractère primitif, entre guillemets de nouveau, des cultures conquises. Et tout cet ensemble, tout cet effort intellectuel, Saïd l'enferme sous le terme d'orientalisme. Orientalisme, donc vous remarquerez jusqu'à aujourd'hui, il y a une institution en France qui porte le nom d'Institut national de langues et cultures orientales, l'INALCO parisien. Fait très curieux, parce qu'on y enseigne toutes les langues de la planète, mais dans la dénomination, pour 1000 raisons politiques, stratégiques et de l'établissement, on a toujours conservé la notion d'orientalisme. D'ailleurs, parce qu'il s'agissait d'une école qui était censée fournir des savoirs, et notamment de langues, que ce soit du Bengale, du Zoulou, du Xhosa de l'Afrique du Sud, et qu'en sais-je, des langages également utiles au développement de l'entreprise coloniale, politique, diplomatique de l'Empire français. Et sur ce même modèle-là, de savoir développer pour saisir l'altérité et pour se soumettre à l'altérité des peuples, des cultures et des régions, Larry Wolff, un professeur à Stanford, en Californie, dans les années 90, s'est penché sur la manière dont on a développé plus précisément la notion de l'Europe de l'Est. Et cette notion, si on suit la pensée de Larry Wolff dans Inventing Eastern Europe, The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, un ouvrage publié en 1994, tout comme la notion globale de l'Orient, la notion de l'Europe de l'Est est un produit de l'Europe qui change, de l'Europe des Lumières, de l'Europe révolutionnaire, intellectuelle, de l'Europe de la première révolution industrielle, de cette Europe donc qui s'admire dans son grand effort de transformation, symboliquement aboutissant au 14 juillet 1789, comme vous le savez très bien. On est bien placé en France pour connaître cette histoire-là, ces mythes fondateurs de la modernité que la Révolution française. Donc cette Europe-là qui se développe à vitesse grand V, qui invente des chemins de fer, qui transforme radicalement les territoires, et qui, au même moment, observe son immédiat, son entourage proche, et notamment ces territoires qui ne sont pas en Afrique, qui ne sont pas en Asie, qui sont juste à côté, qui sont les terres de l'Europe de l'Est. Cette Europe de l'Est qui est une construction culturelle développée donc à l'époque pour saisir les parties de l'Europe qui ne suivent pas le rythme de développement occidental, tout simplement. L'Occident, quelque part, construit culturellement, dans les discours notamment des voyageurs, des grands penseurs de lumière, que ce soit Leibniz, que ce soit Voltaire, que vous connaissez, essaye de se définir en tant que moderne, progressiste, développé, ainsi de suite, par rapport à un autre. Pour se définir, on a besoin de se comparer à quelqu'un, tout comme l'Occident se compare au territoire et culture qu'il appelle orientale pour se dire brave, représentant d'une civilisation de progrès. De la même manière, au sein de l'Europe, on oppose l'Occident moderne, développé, révolutionnaire, tout ce que vous voulez, colonial aussi, à cette Europe de l'Est qui est le parent pauvre, qui est ce territoire sous-développé. Et c'est comme cela qu'au XVIIIe siècle, on commence à inventer la notion de l'Europe de l'Est. Qui englobe par ailleurs, tout comme la notion d'Orient englobait la moitié de la planète, ou presque, la notion de l'Europe de l'Est commence quelque part après l'Allemagne, qui est le soi-disant dernier pays civilisé, et ensuite il y a des longues steppes qui vont de Varsovie jusqu'à Vladivostok, quelque part c'est l'Est. Et je tiens à préciser cette notion parce que jusqu'à récemment, et pour vous donner un exemple très concret, dans la nomenclature de rien d'autre que le deuxième réseau diplomatique de la planète, qui est celui de la France, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que je représente par ailleurs depuis septembre dernier,
étant donné mes fonctions à Prague, la notion des PECO, je ne sais pas si vous avez entendu des PECO, des pays d'Europe centrale et orientale, était une notion concrète utilisée dans la nomenclature sans aucun problème. La notion qui correspond en fait à ce qu'était le deuxième monde, donc le bloc communiste et ses pays satellites, schématiquement des 45 à 91, jusqu'à la dislocation de l'Union soviétique. Et cette notion donc, correspondant quelque part dans les termes très bureaucratiques, technocratiques français à l'Europe de l'Est, englobait des pays allant de l'ex-RDA et surtout de la Pologne jusqu'à Vladivostok et la Mongolie. Si vous voyez des éléments d'unité culturelle, économique, politique entre la Mongolie, la Pologne, la République tchèque ou la République slovaque, je vous souhaite bonne chance. En tout cas, cette notion a été utilisée jusqu'à récemment et reste encore ancrée dans certains manuels des sciences politiques, à Sciences Po et ailleurs en France. Un peu dans la vogue de cette fabuleuse notion de l'Europe de l'Est, et peu importe le fait qu'il y a une partie de ces pays de l'Europe de l'Est qui font partie de l'Union européenne depuis 2004, et j'en passe. Voilà donc les notions culturelles à portée politique ont une longue vie, apparaissent, quand je vous ai rajouté ces quelques éléments, apparaissent très longtemps dans différents discours culturels, politiques et intellectuels pour une raison qui me semble très simple. Pour se définir, on a besoin d'un autre avec une majuscule. Et on s'est défini encore et toujours, c'est peut-être une propriété humaine de base, en comparaison aux autres. C'est en me comparant aux autres que je me sens meilleur ou pire, et ainsi de suite. Et ça va autant pour nous autres humains sur cette terre que pour des peuples, de nations et des discours politiques et culturels. Comme Saïd l'a très bien démontré, comme Wolff l'a complété en parlant de l'Europe de l'Est. En revanche, pour y remédier, après cette longue introduction plus générale, pour y remédier à plusieurs notions qui ont été proposées pour saisir en termes beaucoup plus spécifiques ce que cette région particulière et pour défendre aussi une certaine autonomie, une certaine spécificité de la zone schématiquement entre l'Union soviétique et la Russie actuelle et l'Empire allemand, aujourd'hui l'Allemagne. Pour dire que, grosso modo, entre la Mongolie et la Pologne, il y a quand même quelques différences. On pourrait proposer des notions plus restreintes pour saisir la spécificité de ce pays, de ces territoires, de ces langues avec qui l'Europe est depuis toujours en contact. Et une de ces notions, la plus neutre peut-être, la moins connue certainement, en France, c'est la notion de l'Europe médiane. Médiane, donc du milieu, quelque part, comme la médiane dans vos calculs Excel. En mathématiques, là, et l'Europe médiane qui est définie notamment par le grand historien français, père fondateur de l'école des Annales, qui est Fernand Braudel, dans sa préface au texte de Czesław Miłosz, Une autre Europe, écrit dans les années 50, paru en français en 64, comme une zone tampon. Et ce que vous voyez ici, c'est une vieille carte qui accompagnait cette réflexion de Braudel, mais qui résume, nonobstant les couleurs criards et peu lisibles, résume un peu ce qu'on essaye de saisir par la notion de l'Europe médiane ou de l'Europe centrale. Ce que vous voyez, la ligne rouge représente l'extrémité occidentale des frontières de l'ex-bloc de l'Est, donc de l'Union soviétique avec les pays satellites, et jusqu'à la RDA, l'Allemagne de l'Est, donc jusqu'à 1990, jusqu'à la dislocation de ce système. C'est ici qu'est s'arrêtait l'Union soviétique, enfin le pouvoir de l'Union soviétique, y compris des ogives nucléaires, y compris la présence des soldats soviétiques, jusqu'à 130 000 sur le territoire polonais en 1990, au moment de la fin du régime, pour vous donner un exemple. La ligne bleue sur cette même carte représente l'estimation de l'extrémité de la poussée culturelle, politique de l'Allemagne, en fait, et y compris des colons allemands et des minorités allemandes à l'Est. Cette même ligne correspond plus ou moins également à l'extrémité de la présence catholique sur ce territoire-là. Ensuite commence l'orthodoxie, schématiquement. Donc c'est quelque part les limites est et ouest de l'Europe médiane sont définies par le pouvoir politique et notamment le bloc de l'Est d'une part, d'autre part par la présence du catholicisme et notamment des colons allemands, des minorités allemandes et ainsi de suite historiquement. Ce qui donne une zone tampon à laquelle se rajoute un troisième élément, une troisième poussée vers le nord, un troisième ensemble des cultures que la présence de l'islam.
pluriséculaire en Europe, ce qu'on oublie facilement quand on regarde la perspective occidentale, mais il suffit de descendre dans les Balkans, en Bosnie par exemple. Je vous rappelle plusieurs guerres en ex-Yougoslavie et les conflits qui y jaillissent jusqu'à nos jours sont liés avec une présence historique forte, liée à la présence de l'Empire ottoman dans le sud de l'Europe centrale et dans les Balkans, pluriséculaire, des populations musulmanes qui, tant bien que mal, coexistent avec les populations catholiques, protestantes et orthodoxes surtout, depuis de longs siècles. Donc cette zone que certains appellent, j'y reviendrai là, l'Europe des différences, ou la région des différences, où se croisent le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie et l'islam, depuis plusieurs siècles, où se croisent le pouvoir de l'Est et le pouvoir de l'Ouest, serait donc une autre Europe, l'Europe médiane, cette région qui nous intéressera beaucoup aujourd'hui. Et j'insiste beaucoup sur ces 4 ou 5 éléments qui définissent sa spécificité, parce qu'on les oublie facilement lorsqu'on opère par la notion de l'Europe de l'Est. Je rajouterai peut-être une abréviation en raccourci à vol d'oiseau. C'est que Brodel a lancé dans les années 60 des historiens contemporains américains, Homer Bartow et Eric Weitz, ont réitéré dans ce grand volume Shattered Zone of Empires, qu'on pourrait librement traduire par zone de bris, la zone où se confrontent les empires ottomans, russes puis soviétiques, allemands et nazis. C'est cette zone-là. Pour le dire avec le grand politiste, juriste, intellectuel hongrois István Bibó, en 1946, István Bibó écrit un de ses textes les plus connus sur le sort de l'Europe centrale, sur les ruines de la Budapest ruinée par la Seconde Guerre mondiale, lui juif mais rescapé de la Shoah. Et il dit l'Europe centrale, vous savez, c'est cette zone un peu comme toutes les autres, mais qui a cette unique particularité. De Sarajevo à Gdańsk, Danzig, c'est le territoire qui a vu commencer les 2 guerres mondiales. Parce que si vous prenez le Sarajevo, ici même, et Gdańsk, ici même, vous avez les frontières nord et sud de cette Europe qu'on appelle centrale. Et cette Europe centrale, donc, la région des différences, ça c'est un terme de Moritz Tschak, qui est un grand historien, dont le parcours à lui-même résume un peu ce que l'Europe centrale. Il s'agit d'un juif, une magyarophone, donc né parlant hongrois, mais né dans les territoires, ce qu'on s'appelait à l'époque la Haute-Hongrie, et ce qui est aujourd'hui la République slovaque, avec une forte minorité hongroise, mais qui a développé toute sa carrière en allemand, à Graz, puis à Vienne, où il est aujourd'hui professeur à l'Académie autrichienne des sciences. Et son parcours à lui-même, plurilingue, étendu entre 2 pays et des appartenances identitaires multiples, résume donc cette région des différences, qu'on appelle l'Europe centrale. Et depuis très longtemps, et grosso modo de manière la plus intense depuis la période communiste, on se dispute donc dans la littérature, dans les discours intellectuels, à l'Est et à l'Ouest, la manière dont on devrait concevoir et comprendre cette région-là. En 1983, ça fait 40 ans aujourd'hui, enfin cette année, il y a un des plus grands intellectuels de la région vivant en France, et que vous connaissez peut-être, qui était Milan Kundera, qui est toujours, il a fêté ses 90 ans je pense. Il a fêté ses 90 ans le 1er avril, oui. Kundera qui a sorti un grand texte qui s'appelle « Un Occident kidnappé », où il disait tout simplement que cette Europe qu'on appelle l'Europe de l'Est, et en particulier la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie, c'est des pays de facto occidentaux qui ont été kidnappés par l'histoire, notamment trahis par les Occidentaux lors des conférences de Yalta et Potsdam, kidnappés donc par le régime communiste, mais en fait appartenant tout à fait, de par leur histoire, leur appartenance au catholicisme et ainsi de suite, à la culture occidentale. C'est un des textes les plus connus qui a fait référence à, et qui a lancé aussi l'idée de l'Europe centrale, qui était extrêmement en vogue dans la culture française, et sur la scène intellectuelle française des années 80. Les années 80, pour rappel, c'est aussi un moment où des intellectuels de l'envergure de Michel Foucault, mais de Paul Ricoeur, de Jacques Derrida, s'intéressaient et s'engageaient dans le fonctionnement intellectuel de cette zone-là, s'aventuraient même dans ce pays pour diverses raisons. C'est la période qui a vu l'énorme exposition en présence polonaise en Centre Pompidou, ensuite l'Apocalypse joyeuse en 1988, célébrant pendant une bonne décennie
les cultures de cette région. C'est également la période où les facs des différentes langues de la région, notamment de polonais, étaient remplies d'étudiants, chose qui a légèrement changé depuis. Et un dernier élément pour vous définir cette zone, il y a un dernier texte extrêmement connu et qui a fait beaucoup parler. Une autre manière de le dire extrêmement rapidement, et en termes très sérieux, c'est que l'Europe centrale, quelque part, ou l'Europe médiane, c'est également cette zone, comme l'explique l'historien britannique Timothy Snyder, dans son grand texte Terre de sang, l'Europe entre Hitler et Staline, en développant quelque part l'idée des zones de bride dont je vous parlais tout à l'heure. C'est cette partie de l'Europe où au cœur, ou dans son cœur, là, où au milieu du XXe siècle, je cite, les régimes nazis et soviétiques assassinèrent quelques 14 millions d'hommes. Du Holodomor, donc de la grande famille en Ukraine, orchestrée par les soviétiques jusqu'à la Shoah. Voilà, si vous voulez une définition de la spécificité de la zone, en bref, elle est fort joyeuse, c'est juste le terrain de massacre, dont les conséquences intellectuelles, politiques, économiques et juste j'en passe, sont visibles, seront visibles dans la vie de ces pays-là, de ces régions-là, encore très très longtemps, ou peut-être à jamais. Voilà donc, pour résumer ces éléments qui m'étaient nécessaires avant de s'attaquer à Stasiuk, et que je me suis dit, je vais vous expliquer peut-être un peu trop en détail, la notion de l'Europe de l'Est est une notion formulée comme toute notion de perspective occidentale. C'est l'Occident fier de l'être, moderne, progressiste, ainsi de suite, qui oublie un peu les difficultés qu'il rencontre en son sein, qui regarde l'Est de l'Europe, en dirigeant le regard à l'Est, et s'est dit que l'Europe de l'Est, c'est cette partie sous-développée, c'est cette partie qui n'a pas grand-chose à voir avec nous, c'est cette partie à qui il faut donner des leçons de morale, voilà quoi, et qui commence parfois en Pologne et finit parfois en Mongolie. La notion de l'Europe centrale, c'est la notion qui s'y oppose. C'est la notion formulée principalement par les intellectuels de cette autre Europe, qui regarde l'Occident et qui demande reconnaissance, et qui explique pourquoi il devrait être considéré différemment, que ce soit pour des raisons historiques, politiques, économiques, et j'en passe, et qui parfois, comme Kundera, clame une vision occidentalisante, donc explique qu'ils font carrément partie de l'Occident et qu'il ne faut pas l'oublier. C'était le cas de Kundera, quelque part, lorsqu'il lançait l'idée d'un Occident kidnappé. Et entre ces deux notions-là, il y a la notion la plus neutre, donc celle que vous connaissez probablement pas, cette notion la plus objective ou descriptive peut-être d'Europe médiane, qui, comme c'est une notion assez neutre, ne prend pas, mis à part quelques centaines d'universitaires en France, reste complètement inconnu, que ce soit en Europe centrale, orientale, comme vous voulez là, ou ici même en France. Avec ces notions-là, armées de ces notions-là, je vous propose maintenant de regarder un peu plus en détail à travers l'œuvre d'un certain Andrzej Stasiuk, de celui qui a signé un des textes les plus symboliques pour toute cette réflexion, qui s'appelle Mon Europe, j'y reviendrai. Voilà Stasiuk que vous avez déjà vu dans la présentation de Piotr, né en 1960, écrivain, journaliste, vagabond. Il est l'un des lauréats des prix les plus prestigieux de toute la littérature polonaise, donc Kościelski, le concours polonais, donc NIK, le prix de la ville de Gdynia. Et c'est un élément important que Piotr a déjà signalé, j'y reviendrai. Il est également cofondateur d'une maison d'édition qui s'appelle Czarne, avec sa compagne Monika Schneiderman, donc un des architectes de comment fonctionne le marché du livre d'une certaine manière, dans certains domaines en tout cas, polonais depuis de longues années. Et donc, commençons peut-être par ce dernier élément-là, qui me sera fort important pour la réflexion développée aujourd'hui. C'est donc quelqu'un qui non seulement développe une œuvre littéraire, bien traduite en français, est présente dans plusieurs langues au-delà de la Pologne, là, mais c'est également quelqu'un qui développe en parallèle de son activité d'écrivain, une activité éditoriale. Ce que vous voyez ici sur l'image, c'est la série peut-être éditoriale la plus connue des éditions Czarne, qui est la série Sulina, dans laquelle il fait paraître non seulement ses textes, mais également des dizaines et dizaines, je vous les ai résumés ici, des dizaines et dizaines de textes traduits
des différentes littératures ou des différents écrivains traitant de la région qui nous intéresse donc. Quelque part, la série souligne et l'activité éditoriale des Stashuk sont la manifestation la plus palpable, ou une des manifestations les plus palpables de la thèse que j'aimerais défendre aujourd'hui, du fait que depuis la transformation post-communiste en particulier, depuis les années 80-90, dans la région et notamment en Pologne, il y a une prise de conscience progressive du fait que nous ne sommes ni l'Europe occidentale, ni orientale, mais qui est ce territoire entre les deux, cette cette région des différences, cette zone qui n'a pas tellement à voir avec la Mongolie, si vous voulez, mais pas non plus tellement à voir avec la Belgique, ou le Portugal, pourrait prendre deux pays à l'autre extrémité, et qui a quand même quelques traits particuliers qu'on pourrait décrire, dont on pourrait parler et auxquels on commence à s'intéresser de plus en plus. Si vous prenez juste les couvertures, enfin les titres, là, deux ouvrages que je vous présente ici, dans la série presque uniquement des textes consacrés à la région même. Hein. On a Krzysztof Varga, qui est le spécialiste polonais des affaires hongroises. On a Małgorzata Reimer qui consacre un autre ouvrage à Bucarest, un texte magnifique en plus, sur la ville de Bucarest, donc sur la Roumanie. On a le grand essai de Katalouciu sur Tchernobyl en Ukraine. On a plein de textes sur Prague. On a des textes ukrainiens, comme j'ai fait, même rapidement, on a des textes sur les Balkans, et j'en passe, hein, parce que j'ai calculé, il y a 88 volumes qui sont parus dans cette série-là. J'ai vérifié hier, hein, donc ça c'est le chiffre à jour. Et dans les 88 sont des volumes traitant uniquement de la région et donnant la voix, la possibilité de s'exprimer en Pologne. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est pas le fait que Stashuk en ait publié 88. Le fait qu'il ait pu en publier 88 veut tout simplement dire qu'il y a un besoin et un lectorat. Parce qu'une série ne tiendrait pas plus d'une décennie avec 88 titres parus s'il n'y avait pas des gens intéressés par ces publications-là. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin aussi de raconter, d'éditer et de mieux connaître la région dans laquelle nous nous situons et dont les contours deviennent de plus en plus palpables, non seulement pour quelques intellectuels qui à Paris ou ailleurs vont se disputer est-ce que c'est l'Europe centrale ou est-ce que c'est l'Europe médiane ou est-ce que c'est l'Europe orientale, est-ce que c'est l'Europe danubienne ou que j'en passe, mais également au public de plus en plus large. Et c'est un phénomène certainement présent en Pologne, beaucoup moins à ma connaissance par exemple en République tchèque, qui se dit occidental, period, on va arrêter, en tout cas par les paroles d'une bonne partie de sa classe politique. Depuis Václav Klaus à nos jours, les Tchèques se considèrent juste occidentaux. Voilà, que les Occidentaux n'ont pas compris, mais largement. Ce n'est pas tout à fait le cas de la scène intellectuelle, mais il y a des phénomènes comme ça. En Pologne, on s'interroge largement dans des cercles de plus en plus grands sur qui sommes-nous, où est-ce que sommes-nous, où est-ce que cette Pologne et cette zone-là. Et la série et l'activité donc éditoriale des Stashuk le représentent très bien. Et c'est dans ce cadre-là qu'il développe son activité de littéraire à lui-même, en allant en parallèle, quasi parfait, avec ses activités éditoriales. Je vous citerai peut-être en 2000, c'est tout un symbole qui prend encore plus d'importance aujourd'hui. En 2000, deux intellectuels parmi les plus importants de deux pays voisins, qui ont une histoire complexe, conflictuelle et pluriséculaire, qui sont la Pologne et l'Ukraine, deux intellectuels, deux écrivains parmi les plus importants, Yuri Andruchowicz et Andrzej Staszuk, ont écrit un texte extrêmement important, traduit en français comme vous voyez sur l'écran, qui s'appelle Mon Europe, dans lequel ils définissent la manière dont ils perçoivent au fait les relations historiques, la manière dont ils se situent légèrement différentes par rapport à ces fabuleux Occidents, qui nous perçoivent toujours encore et toujours comme des gens de l'Est, de Mongolie jusqu'à Lviv ou Rzeszów. Et dans ce texte-là, Staszuk exprime quelque part son credo, une déclaration qui vaut autant pour ses activités littéraires en tant qu'écrivain que pour ses activités éditoriales, et bref, pour l'œuvre de sa vie qu'il poursuit depuis 30-40 ans bientôt, dans lesquelles il prend comme point de référence, et ça c'est un fait extrêmement significatif dont Piotr a un peu parlé, non pas une quelconque capitale, non pas une grande ville, ni Varsovie, ni Paris, là, on n'en a rien à cirer de ces capitales-là, de ces orientations-là. Il s'est établi il s'est trouvé une maison dans un village qui s'appelle Wołowiec,
qui est un petit patelin perdu dans le Bieszczady polonais, dans la montagne à la frontière polono-slovaque, non loin de la frontière polono-ukrainienne, dans un territoire où il n'y avait presque rien, mais qui a subi de fortes persécutions tout au long du XXe siècle, qu'elles soient nazies, qu'elles soient communistes ensuite, avec des déplacements des populations, et ainsi de suite, dans les années 40. Des persécutions notamment des populations ruthènes à Łemko. Et c'est là-bas, dans un lieu oublié de l'histoire, le plus loin possible de réseaux de 3G, de 4G, de 5G, il n'y avait pas encore, hein, de téléphones portables qui étaient plus grands que ceux de nos jours, des autoroutes, des avions, de low cost, de tout cela, en fin fond, dans une isolation quelque part tout à fait symbolique, qu'il développe sa réflexion sur ce qu'est l'Europe pour lui, sur ce qu'est son Europe, sur ce que cette Europe pourrait définir une fois les frontières ouvertes, la fin du bloc communiste, et ainsi de suite, dans ce passage qui est extrêmement connu et que je me permettrai de lire avec vous in extenso. Mon Wołowiec est séparé de Varsovie par quelque chose comme 300 km à vol d'oiseau. Impossible de résister à la tentation, je trace un cercle de 300 km autour de Wołowiec pour délimiter mon Europe du centre. Le trait passe plus ou moins par Brest-Litovsk, Rivne, Czernivtsi, Cluj-Napoca, Arad, Szeged, Budapest, Žilina, Katowice, Częstochowa, pour se terminer là où il commence, et donc à Varsovie. Au centre se trouve un morceau de Biélorussie, une surface non négligeable d'Ukraine, des espaces signifiants de dimension équivalente de Roumanie et de Hongrie, la Slovaquie presque dans son entier, et une parcelle de Tchéquie. Et bien évidemment, un tiers de ma patrie, la Pologne, pas d'Allemagne, pas de Russie, constatai-je avec un certain étonnement, mais aussi avec un soupçon de soulagement atavique. Et de cette définition, enfin une sorte de programme qu'il se donne pour lui-même est extrêmement significative. Il n'y a pratiquement pas de grandes villes sur ce territoire-là. C'est une Europe de provinces choisies, voulues et réclamées. C'est une Europe, c'est tout un intérêt de Stasiuk pour ce territoire oublié par la transformation économique néolibérale, oublié, enfin c'est des contrées, ne serait-ce que pour la Pologne, à l'époque Podkarpacie, avec le plus gros taux de chômage jusqu'à nos jours, en transformation difficile depuis 89 et ainsi de suite. C'est pas la Silésie, c'est pas la Poméranie, c'est pas la capitale. C'est des territoires où la transformation et le coût de la transformation économique notamment est parmi les plus importants. Pour vous donner un exemple. C'est donc cette province voulue et assumée qu'il clame et qu'il réclame dans ce texte, à partir de ce essai-là. Quelque part au moment où, il faut le comprendre aussi, dans les années 90-2000, on se globalise, on se mondialise. Nous autres, venant des pays ex-communistes, on ne désire qu'une chose, c'est d'être considérés d'égal à égal avec l'Occident. Je vous rappelle qu'en 2004, 4 pays de la région notamment, entrent dans l'Union européenne. Donc c'est le moment où on ne parle que Europe, que transformation, que modernisation. Et Stasiuk fait un geste délibéré de tourner le dos, au fait, à toute cette galopade-là, et s'isoler dans son Europe du centre. Voilà pour vous montrer en quelques couvertures de ces œuvres, ce qu'avec une constance et une cohérence certaine depuis ces années-là, depuis les années 90-2000, il développe une œuvre sur la route du Babadag, et peut-être l'exemple le plus significatif, à l'exploration de ces zones oubliées, de ces zones, de ce confin en fait, non seulement des confins de l'Europe, mais également des confins de chacun de pays respectifs. En Slovaquie, c'est pas Bratislava qui va l'intéresser, hein, avec les nouveaux ponts, avec les gratte-ciel, avec Eurovia. Non, absolument pas. Hein. Il ira dans les... je vous montrerai ça, là, à Krompach et à Košice, à des villages là où la transformation économique a été la plus dure, par exemple. Là où il a été beaucoup plus difficile de traverser et de se soumettre aussi aux contraintes de transformation économique après 2007. Pareil, hein, c'est pas Bucarest qui l'intéresse, c'est pas Sofia qui l'intéresse, tout comme c'est pas Varsovie qui l'intéresse, c'est certainement pas Kiev, mais de petits patelins perdus. Et pour y voir plus clair, peut-être on passera maintenant sur la route de Babadag, donc sur la route de ce non-lieu, au fait, de ces territoires perdus, un des textes les plus connus et très bien traduit
en français que je vous passerai peut-être. Ferai passer notamment pour la couverture que je vous invite à regarder un peu en détail, puisque ce programme intellectuel et littéraire de Stachuk est résumé même par la couverture ajoutée à l'édition française, parce que comme vous en doutez bien, Žilina n'est peut-être pas une ville très connue qui apparaît dans les JT des France 2 tous les soirs, parce qu'il s'y passe des choses importantes. Donc, de même que Konstanz Cluj-Napoca en Roumanie ou Sokołów Podlaski en Pologne, c'est des petits patelins des Chalon-sur-Saône ou autres polonais, et donc l'éditeur français Christian Bourgois, dans la traduction de Małgorzata Maliszewska, a jugé utile de rajouter une carte situant quelque part, pour le lecteur occidental énormément français, ces petits territoires, ces villes perdues et oubliées qui font l'objet du texte des Stachuk. Il y a un numéro de la revue, la Matricule des Anges, qui a été consacré à Stachuk, et dont les titres me semblent, y compris l'image, extrêmement invocateur pour la manière dont il conçoit son activité. Est-ce que vous connaissez la voiture que vous voyez ici? Que quelqu'un a déjà fait? Parce qu'il y en a peut-être une personne en salle qui sera, 2 personnes en salle. Cette voiture-là, ça s'appelle Trabant. C'est la prouesse industrielle de l'Allemagne de l'Est, la voiture qui est de la 2 chevaux de l'Allemagne de l'Est, là, voiture particulière dont le châssis est certes en acier, mais le reste est en plastique. Ce qui fait rire jusqu'à dans le fond. Ça pèse 600 kilos, hein, donc un homme un peu futé là pourrait la soulever. C'est un grand effort, hein, c'est une petite voiture qui roule à 80 à l'heure quand c'est en pente descendante et le vent est favorable, et pourtant qui a été produite en plusieurs millions d'exemplaires, qui est cultissime si vous allez à Berlin, dans plein de boîtes, des restaurants, ainsi de suite. Trabi ou Trabant reste quand même l'emblème d'une certaine nostalgie pour cette période d'avant. Mais également l'emblème de ce voyage dans ces contrées qui a été choisi pour la couverture, je pense, avec un certain intérêt, une certaine correspondance entre la manière dont c'est pas les Mercedes qui intéressent Stachuk quelque part, mais c'est les Trabi, c'est les ruines rouillées en plastique et oubliées, qu'elles soient est-allemandes, albanaises ou romaines là. Et le titre par ailleurs de ce volume est extrêmement significatif. Andrzej Stachuk, Élégie des confins. Parce que, et ça c'est un élément extrêmement subtil et intéressant, je pense, dont on pourrait parler, c'est que Stachuk se veut quelque part le poète, si j'ose dire, hein, en tout cas le voyageur de ces régions en voie des disparitions. C'est pour ça que les critiques littéraires de la Matricule des Anges ont choisi ce titre. Hein. En parlant d'élégie, l'élégie, c'est schématiquement, c'est un genre poétique principalement dédié à célébrer le passage d'un défunt, notamment là, à célébrer la mémoire en tout cas, de quelque chose en voie de disparition. Et c'est de cette manière-là, me semble-t-il, que Stachuk conçoit son texte. Je voudrais lire avec vous 3 passages, en fait, de Sur la route de Babadag, qui racontent schématiquement en plusieurs chapitres là, les vagabondages de l'auteur sous prétexte quelconque dans ce contrée perdu. Un des prétextes pour ces textes, et c'est le fait que... Enfin, il en donne plusieurs. Hein. Dans une des parties, il explique qu'en fait, tout ce récit-là et toute son activité littéraire consistait à essayer de retrouver le lieu où cette photo que vous voyez ici au milieu de la page, hein, la photo de ces Roms, de ces tziganes jouant du violon, la photo d'André Kertész, un photographe d'origine hongroise, mais travaillant en France, un des plus grands photographes de la première moitié du XXe siècle. Où est-ce que cette photo a été prise, hein? C'est un des prétextes qu'il donne. On verra un autre prétexte très vite qu'il donne à un autre moment, mais à vrai dire, le prétexte, c'est de déambuler dans cette Europe, on voit des disparitions, semblerait-il. Le texte commence ainsi, le premier texte s'appelle, l'incipit du volume s'appelle « Cette peur-là », Tenlenk. Oui, juste cette peur, ces recherches, traces, histoires qui ont pour dessein de voiler l'inaccessible ligne d'horizon. C'est de nouveau la nuit et tout s'éloigne, disparaît, recouvert par le ciel noir. Je suis seul et il me faut me remémorer les événements parce que la peur de l'infini s'abat sur moi. Pardon. Et il continue un paragraphe plus loin.
J'aurais aimé être enterré dans tous les endroits où je suis allé et où j'irai encore. Ma tête parmi les collines vertes de Zemplén, mon cœur quelque part en Transylvanie, ma main droite dans la Tcharnohora, la gauche à Spišská Bela, ma vue en Bukovine, mon odorat à Rašinari, mes pensées peut-être quelque part ici. Et dans ce tout petit fragment qui ouvre, en expliquant sa peur d'écrivain, on pourrait longuement gloser là-dessus, peur d'écrivain, peur de l'histoire, qui est quelque part l'ombre de l'histoire qui se présente ici, cette peur-là qui l'amène à voyager dans ces zones, dans ces confins perdus de la région, apparaît un fragment qui me semble extrêmement significatif, puisque dans le 2e ou 3e paragraphe du texte, je ne sais pas combien de langues êtes-vous capable de compter dans le fragment, mais à travers les noms de localités, nous avons le hongrois, le serbe, le slovaque, le roumain, ce à quoi se rajoutent des notions historiques et locales, Bukovine notamment, correspondantes à des terres ukrainiennes actuellement, avec un long passé juif. Donc quelque part dans la toute première page du texte, l'ambition, mais également les langages de cette région commencent à apparaître, et c'est un élément extrêmement significatif qui apparaîtra et réapparaîtra tout au long de ce texte, comme je tenterai de vous montrer. Le 2e texte de ce volume représente visuellement cette fois-ci toute l'entreprise des Stachio. Il s'intitule La 200 slovaque, et il s'agit de la 200 de la carte routière numéro 200, tchécoslovaque par ailleurs, dont Stachio raconte l'histoire littéralement, qu'il aime bien voyager avec une carte acquise à un moment dont les contours s'effacent, donc là où la page était pliée, on ne voit plus les routes, les numéros de route, les noms des villes, et c'est tout un symbole, en fait, pour son entreprise en tant qu'auteur, là, puisqu'il s'agit non seulement d'une carte physique de laquelle physiquement disparaissent les numéros de route et les noms des villes, mais également d'un monde, de ce monde qu'il décrit, qui est un monde où on voit des disparitions, en fait. Je cite, « Je réalise maintenant combien peu j'aurais tenu de fait que tout ce qui a eu lieu aurait pu se dérouler ailleurs. Un voyage du pays du roi Ubu au pays du vampire Dracula ne peut pas renfermer des souvenirs auxquels on puisse croire plus tard. Comme on croit par exemple à l'existence de Paris, des Stone Age ou de la place Saint-Marc. Cela pâlit, mais ne se fasse pas complètement. Ça perd juste de sa netteté, ça perd un peu de son insupportable réalité. C'est de la spécialité de pays auxiliaires, des nations de second choix et des peuples de réchange. Et d'emblée, on est dans le 2e petit texte de ce volume, il y a tout un jeu avec les stéréotypes, les manières de percevoir la région qui commencent. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 2 choses. Lorsqu'il dit un voyage du pays du roi Ubu, il fait référence à Alfred Jarry, un des plus grands dramaturges franco-français connus de tous les temps, qui à la toute fin du 19e siècle sont des textes potaches extrêmement intelligents, préfigurant différentes formes théâtrales du 20e siècle, dont le roi Ubu, qui raconte un pays imaginaire qui est censé être la Pologne, dans lequel il y a père Ubu et mère Ubu qui s'affrontent de manière extrêmement violente. C'est drôle et drôlatique, tragicomique par moments. Et en tout cas, ce texte, pour celles et ceux qui s'intéressent à la culture polonaise, c'est situé par Alfred Jarry, je cite, « en Pologne, c'est-à-dire nulle part ». Et cette phrase est devenue presque... parce que la Pologne, de 1, n'existait pas en tant qu'État indépendant à l'époque, de 2, n'existait pas vraiment dans la conscience française indépendamment de son statut politique. Et cette phrase est devenue quelque part proverbiale pour parler de la difficulté de saisir que la Pologne, où est-ce qu'est la Pologne. En revanche, ce qui est significatif, c'est exactement au même moment qu'un autre personnage qui apparaît dans la culture mondiale, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Dracula, ces fameux princes vampires de la Transylvanie et ainsi de suite, là, commémorés par la culture de masse, la culture populaire, les films et ainsi de suite, depuis l'époque jusqu'à nos jours, et qui, tout comme la Pologne nulle part de Jarry, est une invention 100% occidentale, orientalisante, tout comme l'Europe de l'Est. C'est un texte écrit par le Britannique Bram Stoker, qui n'a aucune connaissance de la Roumanie, qui s'y situe le Dracula et les vampires quelque part dans ce pays où il y a des châteaux, il y a les Carpates, on n'en sait strictement rien, il y a certainement des vampires là-bas, tout comme il y a certainement des ours blancs dans le pays de la vodka qu'est la Pologne, et j'en passe. Voilà. C'est le même cliché occidental sur cette région dont on ne connaît pas grand-chose, conformément au principe de l'invention de l'Europe de l'Est et de l'orientalisme dont on a parlé en tout début.
Et ces éléments-là, Stachuk les reprend avec une certaine intelligence dans son texte-là, pour dire que lui, ce qu'il veut faire, c'est de partir justement en voyage dans ce pays qui est de nulle part, cette Pologne de nulle part d'Égérie, dans ce pays du vampire Dracula que personne n'a vu. Il y a certainement des vampires et il sera mangé de toutes pièces, ou qu'en sais-je là, conformément aux légendes véhiculées par la culture occidentale. C'est ce pays-là qui l'intéresse. Ces pays-là que l'Occident notamment ne perçoit que comme des pays auxiliaires, comme des nations de second choix qui n'ont pas droit à une histoire propre, qu'on fou range dans la boîte Europe de l'Est qui va de Varsovie à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie, quoi. Cette démarche, donc, ce dialogue donc, avec différentes manières de percevoir la région devient, dans ces vagabondages, un élément très conscient et apparaît et réapparaît dans ce texte-là, notamment, ce qu'on va voir maintenant, à l'aide de langues, littéralement, des langues et langages de l'Europe centrale. Le troisième texte, je ne vais pas vous trahir et raconter tous les babadagas, mais on va concentrer sur ces trois-là, parce que il me semble que dans les trois petits textes qui commencent le volume, il y a toute la structure qui apparaît de manière la plus nette peut-être. Dans le troisième texte, il raconte une autre généalogie de son voyage-là. Ce n'est pas à la recherche de la photo d'André Kertész, le grand Hongrois, photographe à Paris, là, mais c'est à la recherche du village de naissance d'un autre grand Français d'origine centre-européenne, qui est Émile Cioran, ou Cioran plutôt, qui est un grand penseur, philosophe, pessimiste, dont vous voyez les œuvres publiées en Pléiade quand même, en tant que faisant partie du canon franco-français, bien sûr, bien approprié en Occident. En revanche, il est né à Arașinari, il est roumain. Il ne l'a jamais voilé, tout comme un certain Ionesco, le plus grand dramaturge français, romain aussi, tout comme Tristan Tzara, le père du dadaïsme, romain aussi, et j'en passe. C'est des intellectuels donc circulants qui intéressent Stachuk non pas par leur œuvre développée, publiée en Pléiade et ainsi de suite, mais par leurs origines, par le village perdu quelque part au milieu de la Roumanie profonde dont ils proviennent. Et donc, ils décident, dans un texte intitulé de manière significative, je reviens même au tout début de son texte, Rașinari, ou c'est Rishnari, je pense, parce que quand il y a accent en aval, la voyelle en romain, là, Rishnari, il se rend donc dans le visage natal de ce grand intellectuel que vous voyez à gauche, de Émile Cioran ou Cioran, dans un passage... en étant inspiré par une phrase de Cioran, de Cioran, qu'il a lue dans sa jeunesse. La phrase est la suivante, Nous devrions accepter la compagnie des animaux, nous accroupir à leur côté. J'ai lu cette phrase en juillet. En août, je partais retrouver le village natal d'Émile Cioran. Je n'ai jamais pu me résigner à l'idée que la pensée n'avait d'existence qu'abstraite. Je devais donc me rendre à Rishnari. Et lorsqu'il s'y rend, je continue. En ce moment, c'est un mois de décembre mouillé et sans neige, et les bulletins météo annoncent qu'il s'étend jusque là-bas. Le ciel, tel une bâche gorgée d'eau, reste suspendu au-dessus d'Erdey, et les collines sont recouvertes de boue et d'herbes pourries. Et moi, j'aurais aimé y être et refaire le parcours de cet été en descendant cette fois-ci vers Boycotun, avec en tête mes 10 mots romains et 5 hongrois. Car depuis longtemps déjà l'avenir ne m'intéresse plus. Et je me sens de plus en plus attiré par des lieux qui font penser à un commencement et dont la tristesse possède, dans tous les cas, la force du destin. Stachuk s'aventure parfois dans ce voyage, il fait nous livre de passages un peu plus poétiques, en fait, réfléchis, paraphilosophiques presque. Et ce passage-là est extrêmement significatif à plusieurs titres. D'une part, il fait référence indirectement à la pensée pessimiste, à différentes conceptions d'Émile Cioran. Il essaye de saisir en délicatesse la spécificité du paysage, et donc des contrées qui ont donné naissance à cette pensée, la pensée de Cioran d'une part, mais plus largement à une certaine idée du monde pessimiste, perdu, d'un éternel commencement, et que personne n'entendra, qu'il identifie, qu'il essentialise un peu en tant qu'appartenant à l'Europe centrale. Et il y fait aussi, dans notre chemin faisant, une chose assez intéressante. Est-ce que quelqu'un de vous sait ce qu'est RD? C'est-à-dire le ciel qui reste suspendu au-dessus d'RD. Si moi j'adore, parce que c'est un des moments où parler des langues, c'est RD,
mesdames et messieurs, c'est tout simplement la Transylvanie. Sauf que Transylvanie, tout comme Felvidek, comme vous savez peut-être, est la notion correspondante, c'est une notion historique correspondante soit à la Haute-Hongrie, donc la Slovaquie actuelle, soit à la Basse-Hongrie, donc la Transylvanie. Et ce que Stachuk fait ici, il pointe en termes pour qui comprendrait ce que RD veut dire en hongrois. Au lieu de dire Siedmiogród ou Transylvania en polonais, donc la Transylvanie, il nous pointe en termes hongrois, correspondant certes à la présence hongroise et ainsi de suite, mais compréhensible uniquement pour qui, soit à googler le terme, pour savoir que c'est tout simplement le terme hongrois pour dire Siedmiogród ou Transylvania en polonais, soit pour qui parle hongrois et qui reconnaîtra immédiatement ce terme-là. Et c'est un des éléments dans tout un jeu que Stachuk développe dans ses textes avec les langues de la région, dont il essaye le plus fidèle d'émailler son texte. Il y a tout un kaléidoscope de langues, on l'a vu sur la première page et ça continue tout au long de son texte. Je vais vous montrer peut-être un exemple que j'aime bien. Dans les textes suivants de Babadag, vous voyez ici en version polonaise, si vous soulignez en bleu les termes directement présents dans les textes venant de langues étrangères, ça donne un rythme très précis. Le 4e chapitre s'appelle Nasz Baćko, notre Baćko, notre tonton, quoi, est rythmé par du roman, en fait. Ça raconte encore un bout de récit où le mot, ou des expressions en roman, et notamment coopérativa, donc la coopérative du village autour de laquelle tourne tout le récit, sont comme un refrain qui revient, vous voyez en bleu sur une des pages là, qui revient en tout 27 fois sur le 16 pages de petites pages, ça c'est en e-book, du texte. Et c'est de cette manière-là que progressivement dans le premier chapitre et tout au long pour la suite de son texte, que Stachuk introduit différents termes, expressions et rend présent ces langues, ces langages de l'Europe centrale littéralement dans son texte, parfois de manière un peu provocatrice ou qu'on sait, avec RD qui nous place comme ça, comprendra qui voudra. C'est pas le nom d'un village, c'est le nom d'une région. Enfin, il faut le savoir, si on ne le sait pas, on ne comprend pas grand-chose. D'une part, parfois en termes... mais je pense que c'est une stratégie consciente en plus, puisque le texte sur Tjoran se termine sur cette citation légendaire de l'écrivain lui-même, de Tjoran justement, « Acel blestemat, acel splendid ryshnari ». Ce qui en romain veut dire « ce maudit, ce magnifique ryshnari ». Et qui est apparemment une des phrases sorties par Tjoran sur son village natal. Or, cette phrase-là, il faut vraiment Google, sauf si on parle romain, il n'y avait pas de romain sur ma liste de langues, là. Donc je Google. C'est pas si compliqué à comprendre. Splendid, c'est une langue romane quand même, le romain. Mais il faut quand même vérifier. Et cette phrase-là est dans l'édition française et dans l'édition polonaise n'est pas traduite. Il n'y a rien. On vous laisse une phrase en romain qui, comme bien évidemment, est une langue connue des tout petits polonais intellectuels, tout comme des lecteurs des Christian Bourgois en France. On est tous férus du romain. Et c'est extrêmement significatif, puisque c'est presque comme une incitation à se pencher, non, c'est littéralement sur les langues, et plus largement sur les langages et les cultures de la région, à essayer de creuser un peu, c'est comme des devinettes au lecteur en fait. Je vous lâche ça, la dernière phrase, vous ne la comprendrez pas, sauf si vous parlez romain, sinon démerdez-vous pour la comprendre. Il a écrit ça en 2004, donc c'était encore plus intéressant, parce qu'il n'y avait pas tellement Google, des Google Translate et ainsi de suite, il y a 15-20 ans. On n'était pas encore là, téléphone tout de suite sur le smartphone en 2004. On va quand même faire un petit effort. Et c'est, je trouve, une stratégie, un des éléments de toute la grande stratégie de mon Europe, de son Europe du centre, chez Stachuk, qui réapparaît dans ce texte-là, par des incrustations, justement. C'est pas que du romain, tout au long du texte, on aura dans Nasz Baćko, il y aura un peu d'ukrainien aussi, translittéré en polonais. Il y a des termes slovaques, il y a des termes serbes. Comme on l'a vu au tout début, Čarnohora, il ne va pas dire Monténégro. Pourquoi dire Monténégro ou Tchernogora? Il va le dire en serbe, là, pour être le plus fidèle au peuple qui habite, au langage, en langue, et ensuite des langages, aux cultures de ces peuples-là. Et c'est une manifestation donc immédiate des réalités des pays, des cultures dont il parle, quelque part, et ça, je trouve ça assez fin, à contrario de ce stéréotype du type Dracula. Le romain, non, c'est strictement rien. Il y a certainement des vampires là-bas. C'est ça ce que l'Occident représente par rapport au savoir sur la région. Il va faire l'exact opposé. Il va donner littéralement la voix aux gens, en culture et en langage, langues et langages
de ce territoire-là qu'il explore, en mettant en scène les problèmes des communications aussi bien souvent. Et au restant, en revanche, un élément important sur lequel je ne reviendrai pas, la seule autorité, sauf quelqu'un de suffisamment plurilingue et disposé pour vérifier les informations qu'il fournit, comme c'était le cas avec RD. Et dans ce quatrième texte sur lequel je m'arrêterai en ce qui concerne Babadag, là, pour vous donner quelques clés de lecture, il aboutit peut-être il ferme un peu la structure, la manière dont tu perçois ce texte, avec un élément polonais cette fois-ci, polonais mais centre-européen, parce que le texte raconte, et là de nouveau, pour le public français, qui Jakub Szela a été, qui était l'importance de ce personnage. Jakub Szela était c'est un leader d'une insurrection, enfin d'un soulèvement paysan, moitié orchestré par les Autrichiens au milieu du 19e siècle, qui est un des symboles de la révolte des paysans polonais contre les nobles et les obéraux de ces territoires-là, révolte très violente dans les années 40 du 19e. Et un énième prétexte de ce récit, qui en a 150 en fait, soit c'est la photographie, soit c'est une phrase de Cioran, là cette fois-ci, c'est la recherche de la tombe de ce personnage, de Jakub Szela, personnage historique qui se situe quelque part en Bucovine ukrainienne, à la frontière entre la Slovaquie, la Roumanie, l'Ukraine, quelque part là-bas dans les collines, les Zemplén, il y a, soi-disant, la tombe de Szela. Et il cherche cette tombe-là, donc il cherche une trace d'une histoire violente, importante pour la région au XIXe siècle, là, qui est tout un soulèvement. Il cherche des traces de l'histoire, donc, qu'il ne trouve pas tellement. En revanche, chemin faisant, il formule quelques définitions qui sont... Il a le don de la pointe, en fait, Stasiuk. Et cette phrase-là, qui est presque une définition de ce que sont les terres de sang, de ce que cette région-là, dans l'histoire, qui résonne avec encore plus de signifiance aujourd'hui, lors de la guerre en Ukraine, là, nous parlâmes russe, ukrainien, allemand et polonais. Il en ressortit que tout ce qu'il pouvait faire, c'est de nous montrer le cimetière. Nous échangeâmes donc dans plusieurs langues, mais en fait, les seuls moments où on se retrouvait, en fait, où notre mémoire, notre histoire se retrouve, c'est sur le cimetière, quelque part, sur les ruines de ce 19e, 20e siècle en particulier, du Holodomor à la Shoah, sur ces terres de sang. Je note. Et il continue, Stasiuk. On aurait dit qu'en entrant dans leur cimetière, nous étions devenus leurs hôtes. Nulle trace de notre Batko, donc de notre oncle, de notre Jakub Szela, qui dont la tombe est le prétexte de ce voyage. Et il ne pouvait pas y en avoir parce que tout au long d'un voyage, l'histoire se transforme sans arrêt en légende. Assurément trop d'événements dans un espace trop grand. De plus, il n'y avait eu personne pour retenir tout ceci, encore moins pour le noter. Le renoncement constitue l'essence de ces régions. Histoire, événements, conséquences, réflexions et projets séduisent coup sur coup dans le paysage, dans quelque chose de plus ancien et de plus grand que toutes les tentatives réunies. Le temps vient à un bout de la mémoire, tantôt le paroxysme, tantôt l'ennui règne dans ces régions, c'est pourquoi elles sont tellement humaines. Et c'est encore une des énièmes, dans chaque texte, il s'avance dans une sorte de définition, de redéfinition de ce que sont ces territoires qui l'intéressent, de ce que sont l'Europe du centre, mais c'est une Europe du centre qui prétend aussi formuler une vision plus large de ce que cette Europe médiane, centrale, de l'Est, comme vous voulez, là, de cette Europe étendue, et là, la toute fin de ce texte le dit extrêmement bien, entre le paroxysme. Mais sous le paroxysme, on peut très bien comprendre les guerres mondiales qui traversent ce territoire avec une violence inouïe. La première et la seconde en particulier. La Shoah qui se déroule sur ce territoire. Et j'en passe jusqu'au paroxysme des guerres contemporaines. Et ensuite l'ennui, en fait, parce que les grands récits, les grands centres sont ailleurs, parce que la grande politique et la géopolitique s'est définie ailleurs, et sur ces territoires perdus quelque part entre les catastrophes du XXe siècle notamment. Et ce qui vient après, là, c'est silence après l'explosion, là, c'est silence après Tchernobyl. C'est aussi dans ce territoire-là que, une fois le nuage parti, il y a la ruine, la rouille, le trabant qui restent. C'est peut-être... voilà quoi, mais Stasiuk le fait de manière extrêmement simple. Il émaille son texte. Il lâche ici et là un fragment
parfois extrêmement bref comme celui-ci. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de nous montrer le cimetière. Parce que les raisons de ces cimetières-là, les raisons de ces guerres nous viennent d'ailleurs. Mais nous, on est ceux qui les endurent entre le paroxysme et l'ennui. C'est sa manière de percevoir l'Europe, cette Europe qu'on dit centrale, médiane. Et j'en passe. Cette Europe que, et j'en arrive à ma conclusion, cette Europe qui, je le rappelle, sur la toute première carte dont on a, qui est en arrière-fond de définition que je vous proposais, vient du fait qu'à la toute fin du XIXe siècle, cette région-là est partagée entre trois empires, là, l'Empire russe, l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois qui est là. Et c'est aussi, peut-être pour vous donner en chiffres que j'aime bien, là, cette même région où il y avait trois empires à l'époque est aujourd'hui constituée par 16 à 18 pays. De taille parfois telle qu'est l'Ukraine avec ses 45 millions d'habitants, donc non pas de moindre, ou la Pologne juste à côté là, avec sa diversité, avec ses langues et langages, avec ses cicatrices, la mémoire des catastrophes qui ont traversé ce territoire. Cette Europe aussi, pour en arriver à qui aussi, en fonction des moments historiques et en fonction des configurations politiques, parfois tente, je crois que je vous ai mis, voilà, tente de se percevoir, non seulement au niveau culturel, mais également au niveau politique, en tant qu'un ensemble différent qui aura son poids par rapport aux autres pays européens. Ces différentes tentatives de parler des intermarium, donc l'entre-deux mers, la mer Baltique et la mer Noire, la Via Carpathia qui est un grand développement des routes et des chemins d'infrastructures de communication lancés tant bien que mal par différents gouvernements dans la région en ce moment même. Là, tout ça pour peser comme une sorte de contre-pouvoir ou de contrepoids au pays de l'Occident, sachant que le droit de vote est toujours en vigueur en Union européenne et que certains au niveau de la Commission et ainsi de suite. Ces enjeux-là constituent non seulement un élément des discours, mais également un élément de querelle politique dans différents pays de la région concernée jusqu'à nos jours. Et pour le résumer en termes plus larges, donc partant des Stasiuk, le fait qu'en 1989 en particulier, toutes ces discussions-là sur l'Europe kidnappée, enfin sur un Occident kidnappé, sur l'Europe médiane et ainsi de suite, ont été soumis à vérification. Puisque ce qui s'est passé progressivement, et c'est un peu le vécu de ma génération, c'est qu'en particulier avec l'entrée d'une bonne partie des pays de la zone au sein de l'Union européenne et donc de l'espace Schengen, que ce soit en 2004, en 2007, 2008 pour la Roumanie et la Bulgarie, et progressivement, au lieu de s'imaginer mutuellement, les habitants de différentes parties de l'Europe, vous en savez peut-être quelque chose, il y a un programme qui s'appelle Erasmus, qui concerne des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes étudiants tous les ans. Là, les populations, et notamment jeunes populations, ont commencé à bouger, quoi. Et au lieu de s'imaginer ce qu'est cette Europe de l'Est, il y a 6 millions de touristes annuels qui passent par Prague. Et donc Prague ne reste pas une ville imaginée que quelqu'un connaît, quelqu'un qui était sous le communisme ou autre, hein, reste un point touristique, tout comme Budapest ou comme Cracovie par exemple, assez évident sur la carte européenne de nos jours. Et c'est depuis 30 ans donc que ce prétendu Occident kidnappé, cette Europe de l'Est centrale et ainsi de suite, devient de plus en plus intégré dans différentes structures européennes, mais aussi de plus en plus, au moment où elle devient une province, une région comme toutes les autres de l'Union européenne, toute une réflexion sur sa spécificité commence à se développer, tant dans les discours politiques que dans les discours, dans la production littéraire. Là. Et du coup, la thèse que j'essayais de vous présenter est très simple, hein, c'est qu'au moment de l'uniformisation, de la mondialisation, de tout ce que vous voulez, des low cost et des circulations libres de pensée, d'idées, ainsi de suite, il y a un besoin de plus en plus prononcé face à cette uniformisation qui s'abat sur nous, de tenter de saisir un peu plus spécifiquement la région, la manière la place dont on vient. Et Stasiuk appartient à cette réflexion, je pense, en donnant quelque part la réponse à un Kundera
Kundera, dans son texte dont je vous ai parlé un peu, Un Occident kidnappé dans les années 80, donc sous le joug communiste, face au, lui marqué tellement par l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 68, à laquelle il a consacré pléthore d'ouvrages et des réflexions dans ses textes, insistait tellement sur la manière dont cette région-là, cette Europe centrale-là, appartient en fait à l'Occident culturellement, par ses villes, par ses littératures, par ses romans, par ses auteurs, et ainsi de suite, et n'est qu'un Occident kidnappé. Donc Kundera essayait à tout prix, si je le résumais brièvement, d'occidentaliser l'Europe centrale. Stachuk, ce qu'il fait, et c'est là où il est extrêmement intéressant, c'est que face à tous ces discours-là, qui en plus ont pris de l'importance dans les années 90-2000, lorsque Stachuk s'est lancé dans l'écriture, parce que c'était la période de la modernisation. On se préparait dans l'entrée, c'est mes années ados, jeunes étudiants, hein, donc je m'en souviens très bien, on ne parlait que de l'européanisation dans ce pays-là. On parlait en permanence de nouvelles infrastructures, de chemins de fer, de transformation économique, de privatisation, de tout ce que vous voulez. C'était le maître mot pour qu'on soit prêt, pour qu'on transforme nos systèmes juridiques, économiques et ainsi de suite, pour entrer dans cette magique Union européenne où le monde va changer de manière radicale. C'était un peu le discours dominant à l'époque, sachant qu'on sortait de la période communiste, qu'on voulait à tout prix oublier au plus vite. Hein. Les Trabant, on ne veut plus jamais le voir. Et on se rend compte 30 ans plus tard qu'on fait tellement le voir et ça reste un... Parce que c'est le Trabant qui nous différencie davantage que le McDonald's et le Starbucks. Lorsque le McDonald's a ouvert à Varsovie, mes parents, la première chose, on a couru faire la file voir un McDonald's en ville. Et 30 ans plus tard, on se rend compte, mais qu'est-ce que bête on était. En fait. Et que ce n'est pas le McDonald's qui va nous définir, ni les Starbucks, le 150e Starbucks à Varsovie, ni les supermarchés partout comme ailleurs. On voulait tellement appartenir à cet ensemble-là, et 30 ans plus tard, on se rend compte que peut-être c'est la différence qui nous intéresse davantage. Et donc, à Kundera, Stachuk répond en orientalisant. Si l'Occident nous perçoit en Dracula et en Pologne, c'est-à-dire nulle part, on va explorer exactement ce côté-là. On va aller chercher non pas Varsovie, Bucarest ou Bratislava. On ira dans ces contrées les plus perdues et en plus on voit des disparitions pour se focaliser sur ce qui orientalise. Donc lorsqu'on nous perçoit en tant qu'Europe de l'Est, nous ce qu'on va faire, on va se percevoir en Europe de l'Est au carré, quoi. On va s'auto-orientaliser. Przemysław Czaplicki, qui est un des plus grands critiques littéraires et historiens de la littérature, le résume dans un texte paru récemment en français, là, en termes très clairs. Hein. Pendant que l'écrivain tchèque occidentalisait l'Europe centrale, Stachuk l'orientalise. Pour Kundera, l'Europe centrale était un territoire géographiquement signifiant. Stachuk la présente comme le cauchemar du cartographe. Il a marqué la carte sur la couverture. Hein. Un territoire débordant de ses frontières. Pour Kundera, le centre a été trahi par l'Occident, tandis que pour Stachuk, qui choisit de manière ostentatoire l'Albanie, la Roumanie, l'ex-Yougoslavie, c'est un territoire trahi par une conception sophistiquée de l'Europe centrale. Pour Kundera, elle a été une réserve du patrimoine magnifique. Pour Stachuk, c'est un dépôt d'objets rouillés de l'industrie socialiste et une échoppe de produits occidentaux contrefaits. Pour Kundera, tout comme pour György Konrád, Czesław Miłosz ou Danilo Kish, elle était un territoire principalement bourgeois. Pour Stachuk, tout comme pour ses grands prédécesseurs, Józef Grottfort ou Józef Rotz, elle est un territoire plébéien. Stachuk a décidé que les ambitions ouest-européennes condamnaient le centre à une nouvelle colonisation. Par conséquent, il a accumulé tous les signaux de médiocrité en utilisant l'orientalisation comme un discours d'autodéfense. In other words, pour ne pas devenir encore une province perdue avec de McDonald's et de pauvres supermarchés, focalisons-nous sur notre Trabant et chérissons notre Trabant. Chérissons nos contrées perdues, avec des faux Louis Vuitton vendus sur le marché, ainsi de suite, avec du rouge à lèvres rose et du kitsch bleu dans les cheveux, là, avec les traces de ce passé, de ce mémoire qui nous constitue et qui font que ce territoire a été le territoire des catastrophes parmi les plus violentes que la planète Terre ait connues, et que l'Occident ne le connaisse pas. Tant pis pour l'Occident. Racontons cette histoire. Et c'est concret. C'est un peu ce que Stachuk fait, mais Stachuk en y entrant, et je vais terminer là-dessus, ce que Stachuk fait, ce que Kundera fait, c'est, si je voulais être provocateur, je dirais que c'est de discours très masculinistes quand même.
c'est schématiquement deux hommes qui vont se disputer l'un et l'autre sur l'occidentalisation ou l'orientalisation de la raison. À ces deux hommes qui doivent avoir l'un ou l'autre raison, Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature 2018, et dont il a été question ici, répond dans un texte magnifique et peu connu à une conférence qu'elle a prononcée au Japon en 2013, en abandonnant tout ce combat-là et en proposant une vision sur laquelle je vais vraiment m'arrêter aujourd'hui, une vision ni masculiniste, ni grandiloquente, mais extrêmement simple et naturelle, en fait, de ce que cette région. Je cite. Même si nombreux sont ceux qui s'y opposent, l'Europe centrale est la périphérie de l'Europe occidentale. C'est peut-être la raison pour laquelle l'attitude de nombreux centre-européens à l'égard de leur propre culture est parfois ambivalente. D'une part, ils sont souvent convaincus de l'immaturité de leur propre culture, qu'ils méprisent en même temps qu'ils considèrent comme inférieure ou sous-développée. D'autre part, ils s'en vantent comme de quelque chose de spécial, parce qu'elle leur est propre et unique, tout en soulignant son intraduisibilité, son altérité totale et son caractère contextuel. Et elle rajoute ensuite cette image-là, qui n'apparaît pas dans son texte, mais elle part des cultures de l'Europe centrale en termes de mycélium. Mycélium, mesdames et messieurs, c'est grzebnia en polonais. Donc, ce sont ces petites racines, si j'ose m'aventurer en territoire botanique, ce sont ces petites racines grâce auxquelles les champignons se multiplient. Puis ces petites racines qui volent au vent, qu'il ne faut pas arracher quand vous arrachez un champignon, là, et qui permettent même lorsque vous arrachez les champignons, c'est grâce au mycélium que de nouveaux champignons vont grandir, qui volent parfois donc au vent et peuvent se transposer de territoire en territoire. Elle considère que dans cette région qui a été traversée par tant de catastrophes, tant de tornades historiques, la culture, c'est un peu comme le mycélium. Ça apparaît ça et là. Parfois, ça donne la culture, le roman, la littérature centre-européenne. Parfois, ça donne des réalisations absolument fabuleuses. Parfois, il n'y a plus de mycélium, la terre est aride, il n'y a plus rien. Et c'est peut-être, sans chercher des grandes définitions, la manière la plus adéquate de percevoir ce que la région. Et je m'en arrêterai là parce que j'ai débordé, pardon. Merci Mateusz pour cette intervention spectaculaire, vive.